Et donc, un autre élément, c'est la question de la dépigmentation. Voilà. Alors, peut-être qu'Alice va aborder ça. J'avais récolté des images, mais que vous connaissez parce que, bon, voilà. Pour moi, l'exemple, le pays où je rencontre ça, à chaque fois que j'y vais, d'ailleurs dans la presse, il y a toute une littérature qui combat contre ça, c'est le Sénégal. C'est très fort, très très fort. Vous avez beaucoup de gens qui essaient aujourd'hui de lutter contre ça. Alors vous avez suivi, hein, le Ghana a fait des efforts en essayant d'interdire tous les produits qui contribuent à... Bon, le Nigeria, c'est le laboratoire des... voilà. Et donc c'est des questions qui peuvent être... la dépigmentation peut être lue de manière exagérée, et moi je vais dans ce sens, comme une forme de honte de soi, comme une forme de haine de soi en fait. Alors je ne vais pas, il y avait d'autres éléments, les moyens de l'estime de soi qu'on peut récolter dans l'effort de l'histoire de notre continent, ça se trouve aussi dans la littérature. Hein. La littérature africaine a beaucoup travaillé à rétablir la dignité de l'homme noir. Par exemple, le premier roman nègre qu'on appelle Batouala, le roman de René Maran, eh bien, en fait, c'est toute une littérature. Si vous ne l'avez pas lu, ou même si vous l'avez lu, je vous conseille d'aller relire ça. En fait, René Maran essaye, à partir du récit qu'il fait dans Batouala. Ensuite, vous avez évidemment dans l'histoire de la littérature africaine, mais aussi de la philosophie, la posture qu'a adoptée les pères de la négritude, Senghor, Césaire et Damas, parce que fondamentalement, le concept de négritude peut être présenté comme une philosophie de la fierté de soi. Voilà. On a beau critiquer cette négritude, et on connaît les critiques qu'on a pu apporter, mais pour le sujet qui nous préoccupe, évidemment, la négritude peut être vue comme une sorte d'affirmation de soi. C'est d'ailleurs ainsi que Senghor définit ce concept. Et d'ailleurs, Césaire, en 1956, en se séparant du Parti communiste français, il avait dit la phrase suivante: « Le temps de nous-mêmes est arrivé. » Ça veut dire que nous n'allons plus nous laisser faire par les autres. Enfin, mais j'avais déjà cité ça, mais je vous le dis quand même, deux grandes figures qui ont contribué à cette restauration de l'image de l'Africain, c'est Cheikh Anta Diop et puis le grand historien panafricain Joseph Kizerbo. Donc ça c'est dans la littérature et dans la philosophie africaine, mais il y a des éléments que je n'aborde pas. Dans la politique, on peut concevoir la création de l'OUA qui s'est transmutée en Union africaine comme une forme d'affirmation d'estime de soi. Je suis le premier à critiquer le fonctionnement de l'Union africaine, mais en fait ce qui m'intéresse c'est les intuitions d'origine en fait. Et par exemple quand vous lisez le discours d'ouverture de cette assemblée de l'empereur Haïlé Sélassié, vous trouvez ça sur internet, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de très fort en termes de volonté de dire nous n'allons plus continuer à vivre sous perfusion par exemple de l'Occident, nous voulons nous affirmer nous-mêmes. Ensuite sur le plan politique, mais je le dis en étant conscient de toute la critique que moi-même j'adresse à ce régime-là, mais ce qui intéresse, c'est la volonté de l'affirmation de soi. Par exemple, la philosophie politique de l'authenticité de Mobutu. Voilà. Mobutu, il arrive et puis il met en place, il change le nom du pays, il change la monnaie, il change le nom du fleuve, il change le nom des villes. Par exemple, Léopoldville devient Kinshasa, Elisabethville devient Lumumbashi, etc. etc. Les statues à la gloire des missionnaires et des explorateurs occidentaux ont été complètement détruites. Il y a l'interdiction des prénoms occidentaux. D'ailleurs, c'est sur Mobutu que va se forger ce que j'appelle le mimétisme
à la togolaise, c'est-à-dire Eyadema, qui était un grand ami de Mobutu, eh bien va se coller. C'est pour ça que bon, une partie de la génération de Togolais porte des noms. Moi, je pense qu'on devrait être fier de ça, en fait. Et je fais partie de ceux qui pensent, par exemple, qu'on n'a pas besoin. Alors, j'ouvre un débat. Hein, voilà. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de changer de nom lorsqu'on est baptisé. Par exemple, moi, j'ai eu un nom que le chef du village m'a donné le jour de mon ordination. Et le nom là, c'est Yempabu. Yempabu, c'est un nom théophore. Ça veut dire Dieu donné ou le don de Dieu. Et ça a quelque chose de fondamentalement sensé pour moi, en fait, que le nom Jean-Paul que je porte, pour lequel je suis obligé d'aller chercher dans l'histoire du christianisme qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Donc, Mobutu va changer ça. Ensuite, vous avez la politique de Julius Nyerere en Tanzanie avec la notion de Ujamaa. Voilà. Donc, Ujamaa, c'est cette philosophie qui crée la solidarité autour de la famille, autour de la nation, autour de la société, etc., etc. Ensuite, sur le plan politique, vous avez la révolution de Thomas Sankara. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà un exemple. Il faut consommer ce que l'on produit et il faut produire ce que l'on consomme. Voilà. Et on peut dire qu'une trentaine d'années après, le Burkina Faso continue à vivre quand même de cet héritage. Par exemple, on sent dans l'attitude et la posture du régime actuel, que je ne cautionne pas, mais je vois bien que sans doute que c'est stratégique. Par exemple, quand Roch arrive au pouvoir, en fait, il ne dit rien, mais il porte les tenues traditionnelles. Et en le faisant, il oblige automatiquement tout son gouvernement à le faire. Quand ils se retrouvent en conseil des ministres, ils sont habillés en habits traditionnels. Ils obligent finalement toutes les institutions et les structures nationales à entrer dans cette dynamique-là. Et ils obligent finalement tous les Burkinabés à avoir une forme de fierté de porter les habits traditionnels. Voilà. Ensuite, sur le plan du christianisme africain, je vais le dire rapidement, il y a eu un effort en fait de ce qu'on a appelé une inculturation. D'abord, en 1956, il y a un livre qui est apparu intitulé « Des prêtres noirs s'interrogent ». Et dans ce livre-là, ce n'est pas seulement des prêtres, mais c'est à la fois des prêtres et ce que l'on peut appeler des laïcs qui vivent en Occident et qui étudient là-bas et qui à un moment donné se sont dit ce que nous vivons là, ça ne correspond pas à ce que nous sommes. Et ils ont décidé d'écrire un livre. Et voici ce qu'ils disent dans le livre. On a assez longtemps pensé nos problèmes pour nous, sans nous et même malgré nous. Et finalement, ils disent en écrivant le livre, nous voulons penser pour nous, sans les autres, et dire ce que nous avons à dire. Ensuite, vous avez un prêtre jésuite camerounais qui allait très fort. Alors, oui, il y a Jean-Marc là, mais celui dont je veux parler, c'est Ménard Edgar. Et en fait, celui-là, en 1976, je trouve que c'est très fort, il a écrit un article intitulé « L'homme vit aussi de fierté ». Et en fait, voici ce qu'il dit. Pasteurs, prêtres, évêques, catéchistes indigènes se sont acharnés contre toutes les croyances et les pratiques des religions du terroir, sans discernement, comme si nos ancêtres, pendant des siècles, n'avaient été, dans leur effort d'honorer Dieu, que des imbéciles et des cuisseurs fiefés. Et il continue, au nom de la religion, nous sommes devenus honteux de nos valeurs propres, les adjurant sous la vague notion de paganisme et embrassant avec enthousiasme inquiétant les valeurs culturelles étrangères nullement contenues dans le Coran ou l'Évangile. N'est-ce point un ridicule complexe d'infériorité que nous rejetons nos amulettes traditionnelles pour arborer fièrement celles manufacturées que vendent les missionnaires chrétiens et musulmans? Et à la suite de tout ce positionnement-là, vous allez avoir toute une réflexion, en fait, qui n'est pas connue par le grand public, parce que vous voyez, celui qui réfléchit dans le domaine de la philosophie, sauf ceux qui ont compris aujourd'hui l'importance de l'interdisciplinarité, ils ne vont pas forcément voir dans la théologie ce qui se passe. Et ceux qui réfléchissent dans la théologie, ils ne vont pas voir ce qui se passe, par exemple, dans le courant panafricaniste. Et du coup, on voit bien qu'il y a des tensions qui sont là,
et qui ne permettent pas de créer des ponts pour favoriser une véritable réflexion qui permette d'aller plus loin. Alors, je vais terminer en évoquant des éléments qui interpellent en fait ce que j'appelle notre génération, pour justement revaloriser en fait l'identité africaine et peut-être redonner une image assez saine de notre continent. Premièrement, je pense qu'il nous faut travailler à connaître l'histoire de l'Afrique. Voilà. La connaissance de l'histoire de notre continent nous permet d'acquérir une véritable estime de nous-mêmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des richesses énormes sur notre continent que nous ne connaissons pas du tout.